Alors bonjour, ici vous êtes dans ma permanence à Marseille. Allez, le générique. Bon, alors comme vous l'avez peut-être vu, dimanche soir j'étais à TF1. Il y avait 8,5 millions de personnes qui regardaient ça. Et j'ai répondu que oui, j'étais prêt à être candidat et que j'y mettais une condition, recueillir 150 000 signatures pour bénéficier d'une investiture populaire. Alors, bon, comme tout ce que je fais, hein, dès que j'ouvre la bouche, il y a une meute qui sort pour dire le contraire, me jeter des pierres et tout ça. Bon, mais ça, on s'en fiche parce qu'on a tellement pris l'habitude que ça ne veut plus rien dire. Non, ce qui est intéressant, c'est les questions qui, honnêtement, ont pu être posées. Alors, les gens m'ont dit, ah bon, pourquoi 150 000 Alors, hein, t'expliques une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour arriver à te faire comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il faut accepter l'idée que quand on a dit les choses, bah, il faut le temps qu'elles diffusent. Hein. Alors je le redis, moi j'ai jamais dit que j'allais mettre 150 000 signatures et fermer le bouton, ça n'existe pas, ça va continuer pendant toute la campagne présidentielle. C'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à la fin du deuxième tour de l'élection présidentielle, on va continuer à ramasser des signatures. 150 000, il y a une raison. Et la raison, c'est que c'est le chiffre que je voudrais voir reconnu par la loi pour qu'on puisse présenter la candidature de quelqu'un à l'élection présidentielle de manière tout à fait officielle. Okay ? Aujourd'hui, c'est un droit ou un privilège, vous appellerez ça comme vous voulez, qui est réservé seulement à 500 élus. Si 500 élus parrainent une candidature, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle. Si vous n'avez pas 500 élus, ben, vous ne pouvez pas. Alors, ça fait un moment déjà que l'idée de créer une investiture citoyenne a circulé. Et puis, il se trouve que c'est Lionel Jospin qui a été chargé de faire une commission, et c'est cette commission qui a trouvé le chiffre de 150 000. Comment, hein, à votre avis? Au dé? Non, pas du tout. Ils l'ont fait en partant de ce qui existait dans d'autres pays. Il y a 4 pays où ça existe, l'investiture citoyenne, et c'est une proportion de la population. Donc là, les 150 000 par rapport à la population en âge d'aller voter en France, c'est la même proportion qu'en Finlande, où ce droit existe. Donc c'est comme ça que ça a été calculé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bon, voilà pour cette histoire de 150 000. Je dois vous dire que comme j'ai déposé une proposition de loi avec les Insoumis, on va le mettre dans ce qu'on appelle la niche parlementaire, c'est-à-dire le moment dans l'année où on a le droit, nous les parlementaires, de proposer des textes de loi. Alors chaque année on a fait des textes de loi. Et cette année, je vais demander à mes camarades de groupe s'ils sont d'accord pour qu'on le mette en tête. Parce que moi, j'ai déjà été chargé 2 fois d'une proposition de loi, mais comme il était au bout de la pile, si j'ose dire, ça n'avait pas le temps de passer en plénière. Donc là, je demanderai s'ils sont d'accord pour que on le passe devant, parce qu'on sera, il me semble, à une bonne distance de l'élection présidentielle, puis on va voir qui est d'accord pour l'investiture citoyenne et qui ne l'est pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc, bon, ceux qui de toute façon m'aiment pas, il faut bien qu'ils parlent, donc ils ont trouvé ça. Mais ceux qui comprennent qu'à chaque fois qu'on engage quelque chose, il y a une idée, il y a une stratégie, il y a quelque chose de construit qui va toujours dans le même sens, hein, qui est celui de la révolution citoyenne, du passage à la 6e République. Donc ça, ce chiffre 150 000, on a marqué un premier point, c'est que ça a fait beaucoup parler. Donc tout le monde l'a entendu. Et je remercie mes adversaires et mes concurrents de m'avoir fait de la pub. Alors, il y a quelques gros ballots qui ont commencé à dire « oui, facile », bah, il n'y a qu'à essayer, hein, juste pour voir, messieurs, dames, qui me montraient du doigt, parce que comme je ne veux pas être trop cruel, je ne vais pas trop raconter les scores des pétitions de quelques autres qui font beaucoup de bruit dans le paysage. Mais, en tout cas, je vous remercie, parce que comme vous avez beaucoup parlé de 150 000 pour le montrer du doigt, bah, vous avez fait une partie du travail dont j'avais besoin pour que le chiffre marque les esprits et nous permette de... Quand on va arriver avec la proposition de loi, il y a plein de gens qui disent « ah oui, ils en avaient parlé », voilà, bon, vous avez tout compris. De la même manière qu'il faut aussi que je remercie ceux qui, dans la foulée, en disant « oui, 150 000, c'est pas beaucoup, la preuve, il a fait 7 millions de voix », alors ils ont répété ça tous partout, 150 000, 7 millions, ça veut rien dire. Donc c'est eux qui ont fait le travail que si je l'avais fait moi, on aurait dit « ah, quels prétentieux sont eux », répété sur tous les tons, que la dernière fois, on a fait ensemble 7 millions de voix. Bon. Alors, s'il faut un argument de légitimité, il me semble que c'en est un. Ballot qui sont, si j'ai fait 7 millions de voix, je peux quand même considérer que ce que je raconte et ce que je fais intéresse et concerne un peu l'avenir de ce pays, puisque
7 millions de personnes ont trouvé que c'était une bonne réponse pour le pays. Je ne parle pas de moi, je parle du programme L'Avenir en commun. Ça, c'est notre fil conducteur, c'est le programme L'Avenir en commun. Une chose aussi qui a été bien remarquée, c'est toutes les affiches et les visuels qu'on vous a proposés. Hein. Bon, parce qu'il y a de l'humour dedans, alors on me voit assis avec un petit gilet dans un haut, et puis après, les gens ont fabriqué eux-mêmes des affiches. Ça s'appelle Pose ton Jean-Luc. Alors, j'ai adoré, parce que je les collectionne, moi. On revoit dans toutes les situations, sur la Lune, dans la main de King Kong, enfin bon, moi j'ai adoré l'inventivité des gens, puis l'humour qu'il y a là-dedans. Donc ça a aussi bien fonctionné. Ça donne lieu à des visuels, mais vous savez qu'on peut aussi commander les affiches pour les mettre là où on peut les mettre, hein, parce que par les temps qui courent, bon, vous avez le droit de faire du jogging, alors je crois qu'on doit aussi avoir le droit de faire du jogging tout en collant une affiche. Hein. Peut-être que c'est un sport de type nouveau, on va créer la Fédération française des joggeurs-colleurs. Hein. Et puis, comme il y a Antoine qui rigole derrière la caméra, ben, il pourrait faire président des joggeurs-colleurs. Hein. Et vous allez avec votre seau, hein. Alors il faut mettre un couvert pour pas que tout vous gicler, hein, avec le pinceau dedans, puis vous portez de l'autre côté vos affiches, ou vous les mettez sur le dos dans un carquois, et comme ça, au début, ben, ça vous fait un poids en plus à porter, donc c'est bon pour la forme et la santé. Puis si vous voulez y aller à pied tranquillou, bah aussi, hein, aussi. Bon, voilà mes amis pour cette histoire-là. Après, je ne sais pas, vous qui me suivez régulièrement, si vous avez accroché après l'émission de TF1, j'ai fait du direct sur 6 réseaux sociaux à la fois. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est un petit exploit technique. Donc, l'équipe qui est autour d'Antoine, qui réalise cette revue de la semaine, ils ont vraiment bien bossé pour obtenir ce résultat impeccable, et vous avez été en permanence 20 000. Donc, en gros, on a fait l'émission à TF1, il y avait 8,5 millions de personnes, et puis ensuite, on a fait un meeting sur les réseaux sociaux avec 20 000 personnes. Bon, moi ça va, j'étais encore chaud, donc ça venait tout seul. Bon, c'est après hein, que j'ai eu du mal à m'endormir, parce que ça faisait beaucoup d'adrénaline dans la même soirée, mais on était très contents. On n'a eu qu'un petit problème technique, parce que on est passé à un moment donné à 400 connexions secondes, puis après 600 connexions à la seconde, tout a sauté. Hein. Mais déjà en 2016, on avait une plateforme qui n'était pas la nôtre, qui était une plateforme connue internationalement, elle s'appelle Nation Builder. Bon, bah, elle aussi, elle avait sauté hein, le premier soir, parce que ça fait des flux trop importants. Maintenant, on marche à la cadence de 4000 signatures par heure. Bon, c'est déjà, la machine arrive mieux à supporter ce flot-là. Et nous sommes le jour mercredi 11 novembre, je pense qu'on va atteindre 150 000 demain. Honnêtement, on est pris de court, parce qu'on pensait, moi j'avais mis comme calendrier fin janvier. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que la fois d'avant, on avait mis 2 mois et demi, je crois, à atteindre le niveau des 100 000 signatures. Et j'avais déjà été candidat la fois d'avant, en 2012, et j'avais eu 4 millions de voix. Donc, on pensait que bon, c'était une base de départ telle qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de comparable hein, cette fois-ci. Là, ça a été infiniment plus vite. Et bon, je m'empresse donc de vous redire, on ne ferme pas le compteur. Donc vous pouvez continuer, il faut continuer à signer. Voilà comment s'est passée cette journée. Toutes les équipes sont évidemment très enthousiastes parce que bon, tout a bien fonctionné, on a reçu un bon accueil. Bon, alors il y a comme encore une fois, mais je vois des copains qui se plaignent, mais non, bon, c'est une démocratie, c'est comme ça, hein, ça finit jamais d'ailleurs, même jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça continue à cliver, hein, parce qu'on me dit vous êtes clivant, bon encore heureux, parce que sinon il n'y a pas d'élection, s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de démocratie si on ne clive pas. Donc cliver, ça veut dire couper, hein. Bon, il y en a qui disent il coupe, il faudrait quelqu'un qui soit j'ai vu un titre qui m'a bien fait rire, ça s'appelle « Mélenchon ne fait pas l'unanimité ». J'attends qu'on me montre qui c'est qui fait l'unanimité, parce que je voudrais voir à quoi ça ressemble. Si, il y en a qui font l'unanimité dans le pays, mais pas pour la politique, c'est normal. La politique, c'est le contraire de l'unanimité, c'est la discussion, c'est l'antagonisme, par la force des choses. Pas parce qu'on aime
le fight. Hein. C'est parce que, bon, c'est la démocratie, ça consiste à discuter. Il faut s'y faire. Hein. Discuter, écouter avec des gens qui ne sont pas d'accord. Parce qu'il y en a, ils aiment bien discuter avec ceux qui sont d'accord avec eux. Il faut que tout le monde puisse discuter. Donc, c'est un assez beau moment qui vient de se passer là, avec ce qu'il faut d'enthousiasme. Alors, il y avait encore une autre pataquesserie, là, à propos des signatures. C'est les mêmes qui disent « Oui, c'est facile, oui, mais vous pouvez tricher. » Mais il faudrait savoir, si c'est facile, pourquoi on va tricher, hein. S'il y a plein de gens qui ont envie de signer avec nous. Vous voyez bien, quand vous carburez à 4000 à l'heure, on ne voit vraiment pas pourquoi on irait en rajouter. Mais enfin, bon, je pense que, vous savez, j'ai toujours dit un truc aux copains, c'est qu'on vous juge d'après... les autres vous jugent d'après leurs valeurs. Donc, si eux, ils pensent que tricher est une activité normale, alors ils disent vous trichez, bon. J'entends ça tellement souvent. Alors bon, non, on ne triche pas. Et puis pourquoi faire? On s'en fout, nous. S'il fallait attendre 8 jours de plus pour faire 150 000, on était prêts. Je vous dis, on comptait aller à la fin du mois de janvier. Mais, alors, le mieux, c'est un journaliste de Marianne. Il a été, et puis il a appuyé 2 fois. Il est intelligent, hein. Et alors, il a mis une fois Robespierre, et l'autre fois, il a mis Jean Jaurès, je crois. Et puis alors il dit, j'ai pu cliquer 2 fois. Bah oui, tu peux cliquer 2 fois partout où tu veux, hein. Ballot, sauf que derrière, nous on passe, hein, tu vois. Tu vois, Ballot, le truc? Nous, derrière, on lit aussi. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu son nom. Et puis nous, on le connaît comme un adversaire politique, c'est pas un journaliste, c'est un militant. Et on le connaît comme un adversaire politique, donc on a regardé, il avait envoyé 2 ou 3 mails, alors on les a retirés. Donc, c'est bête, hein, Jaurès et Robespierre n'ont pas pu soutenir ma candidature. Je dis même motif, même peine pour celui qui a signé Poutine, et ainsi de suite, parce que je vous passe toutes les blagues que certains ont trouvé intelligents de faire pour montrer qu'on pouvait signer plusieurs fois. Mais on trie à mesure, parce que nous, on a intérêt à avoir un bon fichier, hein, parce que les gens qui signent avec nous, on va garder un lien avec eux, ils le savent, ça leur est dit. Je remercie tous ceux qui ont laissé leur numéro de téléphone, leur 06, parce que ça aide beaucoup pour faire une campagne, vous savez. Le plus grand risque qu'on court dans une campagne, c'est que Quick vous coupe tout d'un coup les réseaux. Et bon, les macronistes sont assez bien organisés pour ça. Dans plusieurs pays, les grands diffuseurs de réseaux sociaux ont déjà rendu des services à leurs amis. C'est pas nous, leurs amis. Hein. Donc avoir les numéros de téléphone, c'est aussi une protection pour nous, pour pouvoir continuer à communiquer avec la masse des gens. Ce qui est intéressant, dans les signatures qu'on avait arrivées jusqu'à présent, c'est que nous, on évalue, quand on compare à plus d'un tiers, le nombre des gens qui signent avec nous pour la première fois. Donc ça veut dire que on est loin de la possibilité optimale de collecte de signatures, et c'est pourquoi je vais rappeler tout le long de la campagne que cette plateforme est ouverte aux signatures. Alors pendant que j'y suis à régler d'un coup les arguments que vous avez entendus 100 fois, peut-être que ça peut vous aider à répondre, il y a l'argument de l'unité. Hein. Alors ça, c'est le bal des hypocrites. Alors ça dépend, pas tous, hein, parce que je vois par exemple M. Jadot s'est exprimé, il n'était pas du tout agressif. Il a dit ce qu'il avait à dire pour son propre compte, mais il ne s'est pas senti obligé, comme les autres, de me jeter des pierres, ni de jouer la comédie de l'unité. Alors pourquoi j'ai dit la comédie? Parce que c'est quand même l'hypocrisie la plus totale. Quand j'ai proposé, il y a maintenant presque 1 an et demi, de constituer une fédération populaire en rassemblant tout le monde, tous ceux qui voulaient pour défendre un programme vers l'avenir et tout ça, ils m'ont tous envoyé balader. Et en tête, le sieur Olivier Faure, qui est le syndic de faillite du Parti socialiste, qui s'est senti obligé de sortir de sa boîte comme un diable pour dire oui, Mélenchon c'est un égoïste, etc. Peut-être bien, mais il faut faire l'unité. Ben alors, quand tu t'es tendu la main, tu m'as envoyé balader. Enfin bon, lui, personne ne le prend au sérieux, parce qu'au début du quinquennat de Macron, il avait dit qu'il souhaitait la réussite de Macron et qu'ils aimeraient participer à la majorité. Alors bon, c'est un problème. Mais les socialistes, c'est pas M. Olivier Faure. Les socialistes, il y en a de toutes sortes, et puis il y en a qui ont toujours été des gens de gauche, fidèles au poste, syndiqués, associatifs et autres. Hein. Donc on ne va pas tous les mal juger parce qu'il y en a un qui se comporte très mal et qui est très nuisible. Enfin bon, cet homme-là, il était quand même le président du groupe socialiste au moment où ils ont fait le forcing pour obliger les députés socialistes à voter la loi El Khomri. Hein. Ce gars-là, il s'occupait
de régler leurs comptes aux frondeurs. Bon. Donc je le mentionne quand même parce qu'il est dans le paysage et qu'il s'est exprimé sur le sujet. Sinon, je trouve que bon, bah, le reste des organisations politiques s'est comporté. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me fassent des compliments. Ils ont même, prenons un exemple, le Parti communiste a fait un communiqué respectueux. Bon, un peu froid, mais c'est normal. Ils n'ont pas sauté d'allégresse, puisque eux-mêmes, c'est quelque chose quand même que je veux signaler, ont ouvert le processus d'investiture pour l'élection présidentielle interne au Parti communiste, puisque au Conseil national du Parti communiste, qui se tenait le samedi avant ma déclaration, d'accord, ils ont dit qu'ils ouvraient, et M. Fabien Roussel, qui est le secrétaire général du Parti communiste, a annoncé qu'il était candidat à la candidature au Parti communiste. Donc ça veut dire que chacun a fait ses choix, mais moi je ne vais pas faire l'hypocrite, je le savais. Hein. J'ai lu, j'ai regardé avant de me décider. Bon, je ne sais pas si tout ça a une grande importance, vous en ferez bien ce que vous voulez. Moi je vous donne des arguments, je vous dis comment j'ai réagi à ça. Alors par contre, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est les milliers de messages qu'on a reçus, où les gens disent qu'ils s'intéressent. Alors, bon, d'abord, vous savez, à un moment donné, j'ai dit je vais consulter. Il arrive à peu près 25 000 réponses. Puis nous, on a fait une bêtise, on a marqué en 2000 signes la catastrophe. Je me retrouve avec des trucs extrêmement longs à lire, hein. Donc bah, ça prend du temps. Mais le soir de la déclaration de candidature, il y a eu plein de messages de gens qui s'intéressent à tel ou tel aspect du programme, qui ajoutent des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc on a remis, comme vous le savez, en débat le programme, on peut l'avoir, vous pouvez vous l'imprimer, et puis vous pouvez dire à quel endroit vous voulez que d'éventuels amendements entrent dans le programme. Puis des gens sont venus me parler depuis, et bon, soit parce que je les ai croisés dans la rue, soit parce qu'ils m'ont envoyé du courrier à l'Assemblée, ou sur ma boîte, ou sur la boîte du mouvement insoumis. Et je trouve que ça montre qu'on a gagné dans notre mouvance une culture du programme qui ne s'y trouvait pas au départ. Et puis chez les Français, c'est pareil. C'est-à-dire les gens sont devenus quand même assez pointus. Et puis en ce moment, vous savez, il y en a qui pensent ils espèrent que la crise soit un moment de sidération, hein, la crise sanitaire. Oui, la première fois, c'est vrai, mais pas la deuxième. Donc les gens n'ont jamais fait autant de politique que maintenant. Il y a des tas de sujets qui n'intéressaient personne. Hein. La situation de l'hôpital public, il n'y a pas tant de monde que ça, racontez pas d'histoire, qui s'intéressait ou qui allait aux manifs. Hein. Je vous signale que moi j'allais manifester avec les soignants. Eux, ils m'ont mis en alerte il y a maintenant 2 ans. Hein. Non, 3 maintenant. Et même 4. Ils m'avaient dit, vous savez, une fois j'ai utilisé dans un discours l'expression « nous allons à un crash sanitaire ». Hein, c'était à Châteauroux, je crois. Eh bien, c'est les soignants qui m'avaient prévenu, qui m'avaient dit dans une manif, écoutez, vous vous rendez pas compte, on est vraiment arrivé à la limite. Et je sais que vous savez tous que pendant la crise, ils continuent à fermer des lits et à fermer des hôpitaux. Qu'est-ce qui est tombé? L'affiche. Tu vas tout faire tomber. Ouais. Fais attention à ne pas te casser la figure. Donc là, en ce moment, tout le monde a des idées sur ce qu'il voit, et tant mieux, parce que c'est ça qui est bien. Une nation éduquée comme la nôtre, où les gens ont un bon niveau, bon, tout le monde donne son avis. Et je pense que c'est quelque chose de très simple. Et maintenant, c'est tout le monde qui a un avis sur faut-il ouvrir ou pas le petit commerce, pourquoi le président favorise de manière aussi grossière Amazon, au point que même dans son intervention, il dit faites-vous livrer. Tu vois, bon, jamais on aurait imaginé un président de la République tenant un discours pareil. Est-ce qu'il se rend compte vraiment de ce qu'il fait cet homme? Bon, c'est comme quand il vendait des voitures. Il faut acheter, vous aurez telle autre prime, etc. Bon. Donc les gens s'intéressent à ce qui se passe. Et la question du programme intéresse beaucoup plus de monde que ce que certains peuvent croire. J'ai commencé en vous disant que vous étiez dans ma permanence à Marseille. Derrière moi, vous voyez des paquets, des victuailles, des jus de fruits, des produits hygiéniques, des masques, enfin bon, un tas de choses qui ont été collectées par des groupes d'action insoumis de Marseille. Alors il y a dedans plusieurs arrondissements, dont ceux de ma propre circonscription, mais c'est pas que ma circonscription, c'est un peu partout du reste de Marseille. Il y a des groupes d'action insoumis qui ont un nom, il y en a un qui s'appelle La Meute, qui participe à ça, nous s'appelle La Belle Étoile, et ainsi de suite, d'autres ont juste des numéros, et leur travail consiste à se rendre utile aux gens autour de nous.
Alors ils collectent, et puis ensuite ils redonnent à des associations qui font la distribution. Là ici c'est avec le Secours populaire pour le quartier Félix Piat que cette livraison va être faite. Alors on collecte nous comme militants et parce qu'on a un lieu pour le faire, mais on fait redistribuer par des associations qui elles font ce travail toute la vie, hein, et qui sont connues, reconnues par les habitants. Là c'est le cas du Secours populaire, et puis qui n'ont pas d'étiquette politique. Si vous voulez, c'est un peu gênant des fois, hein, de faire nous-mêmes la redistribution, parce qu'on ne va pas donner aux gens l'impression qu'ils viennent ici, qu'ils doivent venir ici comme si on les forçait, quoi. Voilà. Alors c'est une belle action, et j'en profite pour demander à mes amis partout où ils le peuvent en France d'en faire autant. C'est-à-dire de collecter, puis de s'accorder avec une association populaire, de secours populaire, principalement, c'est surtout secours populaire qu'on fait, mais il peut y avoir d'autres associations, hein, c'est pas du tout, des fois des associations locales, ou même ça peut être des associations nationales autres que le secours populaire, c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est qu'il faut que ça permette aux gens, en toute dignité, de pouvoir bénéficier de la collecte sans avoir l'impression d'être embrigadés. Bon, c'est déjà assez pénible comme ça, pour eux de dépendre du ravitaillement de cette manière. Vraiment, je demande à tous les membres de notre mouvement de le faire, parce qu'il y a une très grande détresse aujourd'hui partout, dans tout le pays, et le problème de la faim n'est pas du tout compris par toutes sortes de grands dirigeants à qui ça vient par l'esprit, que la question se pose pour beaucoup, qui ont déjà perdu leur emploi, ou qui sont sur le fil de la brèche, hein, les amis, c'est comme ça, et qui se demandent si on pourra payer qui le loyer, qui l'eau, qui l'électricité. Donc il faut donner le coup de main, et aussi parce que c'est une façon d'être en lien les uns avec les autres. Et le lien social, c'est pas un supplément d'âme, c'est dans l'existence même des êtres humains. Les êtres humains, ils se construisent dans des relations sociales. Si vous les privez de ça, vous les privez de la vie elle-même, d'une certaine manière. Donc c'est un peu ça le grand problème du confinement, c'est la désocialisation générale des individus et leur réduction au statut de personnes transportées, hein, auto, métro, et puis pour le reste, boulot, et puis dodo, voilà. Donc c'est une façon aussi de donner de la respiration sociale à notre vie commune. Bon, alors comme vous le savez, il y a eu un vote aux États-Unis d'Amérique pour désigner leur président. Bon, il y a une contestation qui est faite par M. Trump, qui est le président sortant, qui serait le président sorti. Mais lui est dans une attitude un peu étrange, et puis des proches qui sont des violents, comme Mike Pompeo, qui est une espèce de proconsul violent et agressif qui a organisé des coups d'État dans toute l'Amérique latine, qui dit qu'il ne reconnaît pas. Donc cette fois-ci, celui-là, je ne sais pas s'il a l'intention d'organiser un coup d'État aux États-Unis, mais sachez que c'est un bon, c'est un gars qui sait le faire, il l'a fait dans plusieurs pays. Et ils sont plutôt spécialisés dans ce qu'ils appellent les coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire qu'ils utilisent les outils constitutionnels pour mettre par terre celui qui a été élu. Pour Evo Morales, ils ont fait comme ça, hein. On déclarait que il y avait eu de la triche, etc. Et puis ils ont commencé à prendre à la gorge le Conseil constitutionnel. Ils ont fait pareil dans plein d'autres pays, je ne vais pas refaire toute la liste. Peu importe, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on a en face de nous. Alors évidemment, tout le monde applaudit à deux mains l'élection de Biden. Moi, je fais partie de ceux qui, quel que soit le président des États-Unis, je regarde ça en mettant de la distance. Alors évidemment, je préfère un président qui a été élu en prenant beaucoup d'idées de la gauche, de Bernie Sanders. J'aurais préféré que lui soit président des États-Unis. Mais vous savez comme moi que quand un démocrate ou un social-démocrate fait un programme, il n'y croit pas lui-même. Rappelez-vous François Hollande disant « la finance est mon ennemi », vous savez ce que ça a donné cette histoire-là. Donc, faut pas non plus trop en rajouter sur le thème « ah là là, youpi, formidable », parce que c'est pas vrai. Mais c'est mieux. D'abord parce que il a dit qu'il rejoindrait l'accord de Paris. Nous, ça nous intéresse. Que les États-Unis, qui est le plus grand pollueur du monde, signent les accords de Paris. Après, ce qu'ils feront derrière, on verra. Mais en tout cas, c'est déjà mieux que de tomber sur un énergumène comme Trump qui disait que le changement climatique, c'était de la propagande. Bon, on préfère avoir un type raisonnable
de l'autre côté de l'Atlantique que quelqu'un qui pense ses désirs pour des réalités. Évidemment, immédiatement en Europe, ils ont été un paquet à faire 3 doubles sauts périlleux arrière de joie. Les Allemands pour dire oui, bon, ça y est, ça montre qu'il faut qu'on ait une défense commune avec les États-Unis. Et puis en France, bon, comme ils en ratent jamais une, les commentateurs et les dirigeants, tous à plat ventre, formidable, youpi, bon. Tout ça, moi, c'est pas ma position. Ils élisent qui ils veulent, de toute façon, on a une relation avec eux. Nous sommes dans une relation amicale depuis le début des États-Unis d'Amérique. On ne va pas s'inventer des raisons de se fâcher tout noir avec eux. Mais on les connaît. 229 ans d'histoire, 222 ans de guerre. C'est un pays extrêmement agressif depuis sa création. Et surtout, les démocrates sont assez enclins à la guerre. Vous me direz, les républicains aussi. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Mais le démocrate, je m'en méfie, parce qu'ils ont toujours des beaux arguments moraux pour entourer leur guerre. Donc il faut raison garder, s'éviter des enthousiasmes, parce que c'est pas chez nous que ça a eu lieu, et c'est pas nous que ça concerne directement. Ça nous implique, évidemment. Mais encore une fois, il faut raison garder. Et en particulier, moi je reste sur ma position, je vois pas ce qu'on fait dans l'OTAN. Maintenant, le ridicule de cette alliance militaire, soi-disant atlantique, est prouvé par le comportement de la Turquie. Donc vous remarquerez que la Turquie n'a pas d'accès à l'océan Atlantique. La Turquie a accès à la mer Méditerranée et à la mer Noire, mais pas à l'Atlantique. Pourtant, les membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bon, être dans la même alliance que la Turquie est ridicule. Et ça, ça nous lie les mains. Bon. Il faut être indépendant. Donc nous, ça tient en 4 mots. Indépendant, souverain, non aligné, universaliste. Voilà. Moi, c'est la politique internationale comme je la vois. Et puis, on discute avec des nations. C'est pas la couleur d'un gouvernement qui détermine notre comportement. C'est une forme de réalisme qui permet de faire de la politique et qui permet, puisque cette semaine, ils étaient tous là à jouer du violon en cadence à propos de l'anniversaire du décès du général de Gaulle, que le général de Gaulle, qui n'était pas communiste, peut-être que vous l'avez entendu dire, a reconnu le premier, sur la scène mondiale en 1964, la République populaire de Chine, qui était à l'époque dirigée par Mao Tse-tung. Et en pleine guerre, le général de Gaulle était en relation avec Staline, et j'ai bien l'impression que de Gaulle n'avait rien à voir avec Staline non plus. Et ainsi de suite. La position des Français, c'est d'abord de s'assurer de leur indépendance et de leur souveraineté. Donc on discute avec tout le monde. Et la position des Français ne se détermine pas par rapport à ce que lui dit telle ou telle locomotive. C'est pourquoi je dis qu'il faut être non aligné. Et la position des Français se détermine par rapport à la production d'un droit international qui s'applique à tout le monde. Voilà pourquoi nous devons être universalistes. Et enfin, indépendant, ça veut dire qu'on décide tout seul, parce qu'on a les moyens de décider tout seul. Donc l'indépendance et la souveraineté, ça marche ensemble. C'est 2 idées qui sont absolument liées. On est capable de savoir ce qu'on veut, que si on est indépendant, on est indépendant, que si on est capable de savoir ce qu'on veut, et tout ça dépend du fait d'être capable de faire les choses, que ça plaise ou pas aux autres. Voilà. Bon, voilà, c'est fini. Alors, cette fois-ci, je vais vous dire comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça le restera toujours gratuit, et ça vous permet de semaine en semaine de suivre ce qu'on fait. On va un peu peut-être changer la formule pour que ça corresponde un peu mieux à la foule des choses que j'ai envie de raconter, mais surtout au moment dans lequel on va entrer ensemble. Le nombre des abonnés se développe d'une manière qui est plutôt pour nous réconfortante. Il est évident que dès qu'on sera arrivé à 500 000 abonnés, on pourra dire qu'on a vraiment une chaîne de télé YouTube qui a un potentiel assez spectaculaire. Il n'y en a pas d'autres comme ça dans le pays. Mais il faut qu'on le développe parce que ça, c'est un de nos moyens d'expression autonome. Alors, c'est pas tout. Cette fois-ci, il faudra que je rajoute à chaque fois que je conclue qu'il ne faut pas oublier d'aller passer sur la plateforme Nous sommes pour.fr pour y mettre votre signature, éventuellement votre numéro de téléphone. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi c'était important pour nous d'avoir mail et téléphone pour mener cette campagne. Puis vous verrez si vous avez envie de donner des sous, parce qu'il y a eu des sous qui sont rentrés. Et je parle toujours de ça avec beaucoup d'émotion, parce qu'il y a des gens qui font quand même c'est un sacrifice pour eux.
eh bien, ils disent voilà, j'investis, c'est pour la cause, c'est pour la bataille qu'on mène, et moi, ça me touche beaucoup que ce soit comme ça que ça se passe. Allez, voilà, ça y est, j'ai tout dit. Au revoir, à bientôt.